Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Je suis Fabienne Pasco, je dirige la rédaction de Télérama, avec François Chéniaud, qui est une des figures les plus singulières, protéiformes, riches et inclassables de la danse française d'aujourd'hui. Donc je suis très impressionnée parce que c'est la première fois que je le rencontre avec vous. J'ai vu beaucoup de ses spectacles, bien sûr, mais je suis ravie de le rencontrer. On va parler avec François pendant 3/4 d'heure. Et puis, vous pourrez lui poser les questions que vous souhaitez pendant 1/4 d'heure. On va faire comme ça, on va essayer. Donc, François, je disais que vous étiez une des figures les plus insaisissables, inclassables de la danse française d'aujourd'hui. Vous avez fait le Conservatoire national de Paris, des études d'histoire aussi, si je ne m'abuse, où vous étiez spécialisé à la fin pour un mémoire sur les féministes et les luttes ouvrières. Donc c'est tout à fait étonnant. Vous avez une danse qui mélange quantité de styles et de formes, d'Isadora Duncan au rituel indien, du hip-hop au baroque, des pointes aux échasses. Vous avez fait des spectacles à la limite de la provocation et du scandaleux. Je pense à Pâquerette, je pense au Sylphide, où vous faisiez intervenir le sexe en scène, que ce soit les Godemiché ou le SM, mais toujours avec tellement d'humour, d'intelligence et de finesse que c'était jamais vulgaire. Donc, vous avez aussi formé, on en parlait tout à l'heure avec Cecilia Pengolia, un duo très insolent ces dernières années. Donc là, je viens d'apprendre, hélas, je pensais que vous n'aviez pas fini encore le spectacle, mais vous avez fait ce spectacle sur Hildegard de Bingen, la médiéviste et compositrice du Moyen-Âge, grande mystique. Donc vraiment, votre art part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quelle est l'essence de votre danse? Ça commence. Ça commence très fort. Bon, l'essence, c'est difficile parce que ça semble vraiment un terme un peu définitif et fermé, presque repoussant. Et du coup, je dirais que un des points de départ, généralement et presque constamment, c'est soit se mettre dans une situation d'apprentissage, soit se mettre dans une situation d'une expérience dont le degré de réalité, d'intensité de la réalité est tel qu'on ne peut pas s'en échapper. Donc, le coefficient de réalité est tel qu'on ne peut pas s'en échapper. Et donc selon les projets, je dirais que c'est souvent comme ça que la pièce se dessine, que l'écriture se crée et que le corps surtout se transforme. C'est-à-dire que ces répertoires ou ces influences que vous avez un peu... Oui, il y en a beaucoup d'autres. Un peu décrites, en fait, c'est pas tant leur diversité comme une forme de gloutonnerie qui m'intéresse que plutôt la capacité qu'elles peuvent avoir à produire une transformation, en fait. Et du coup, à se mettre dans une situation d'abord d'apprentissage, notamment si je reviens sur la dernière pièce que donc j'ai créée l'an dernier avec Marie-Pierre Brébant autour du répertoire d'Hildegard de Bingen. C'est un processus qui a pris, je sais pas, 3 ans d'apprentissage, d'apprendre à lire les neumes, ensuite de déchiffrer... Dites-nous ce que c'est que les neumes. Les neumes, c'est l'écriture du chant grégorien qu'utilise partiellement Hildegard de Bingen en les mélangeant à l'écriture surportée. Ensuite, de découvrir ces manuscrits, ensuite d'en retranscrire un sur une partition moderne, d'avaler cette première mélodie. Et donc c'est tout un... Bien sûr, le contenu, la puissance du répertoire m'intéresse, mais ce qui vous demandiez l'essence, en tout cas le point de départ le plus moteur, c'est le fait de se lancer dans un processus qui va être un processus d'apprentissage dont je pressens qu'il va me transformer
dans le sens qu'il va soit développer ou exercer une nouvelle faculté, ou bien qu'il va permettre au corps d'émettre un son ou de produire un phrasé ou un flux que je ne lui connaissais pas et qui peut, du coup, dans le cas d'Hildegarde, effectivement, être en résonance presque, pour le coup, magique ou mystique avec des manuscrits si précis. Mais comment quelqu'un comme vous, avec tout ce qu'on peut savoir aussi de votre aspect, bon certes le spectacle qu'on avait vu, un autre Orlando à Avignon, montrait une grande sophistication dans votre approche, mais on sait aussi que vous venez du cabaret, que vous venez pas du cabaret, mais que ces influences-là sont fortes chez vous. Comment vous vous retrouvez face à une mystique du Moyen-Âge? Par quel chemin? En fait, les chemins, ils sont multiples. De ma part, c'est vrai que depuis longtemps, ça m'intéresse d'associer la danse au chant comme une espèce un peu d'expression totale ou aussi d'intensité démultipliée dans le fait de se donner une double partition. Et qui est passée notamment effectivement par le cabaret, et qui passe toujours, mais aussi par en fait un premier solo en 2013, Domimoy, où je traverse différents répertoires vocaux, dont certains baroques ou traditionnels, ou aussi plus cabarettistes. Et en fait, de cette expérience-là, j'ai eu l'envie que ce soit une expérience qui soit pas uniquement une expérience soliste, un peu, une espèce de recherche de virtuosité infinie, mais plutôt aussi comment ça pourrait, et c'est toujours un processus qui, je pense, va continuer d'aboutir, mais depuis assez longtemps, je me suis demandé comment ça pouvait devenir aussi une expérience plus collective. Et de là, en fait, j'ai fait un voyage en Géorgie pour découvrir un peu les polyphonies géorgiennes et qui sont aussi des polyphonies qui sont à la fois très vivaces, actuelles aujourd'hui et avec une très longue histoire. Et en découvrant ça, j'ai ensuite rencontré un artiste, un musicien, Geoffroy Jourdain, avec qui je prépare un projet pour dans 2 ans, et qui m'a un peu fait découvrir en fait le répertoire écrit de la polyphonie médiévale occidentale au XIIe, XIIIe siècle, et parce qu'il y a un peu des similitudes entre les chants, par exemple, des montagnes de Svaneti et puis des premières polyphonies du XIIe, XIIIe siècle, par exemple en France. Et ensuite, en découvrant ce répertoire, plein de fois, des musiciens ont essayé de me refiler du Hildegard de Bingen en disant mais quand même, tu devrais mettre un petit peu de Hildegard de Bingen. Et puis, j'ai trouvé ça à la fois fascinant, mais je voyais, ça me semblait un monde en soi. Et ensuite, en parallèle de tout ça, j'ai rencontré une autre musicienne, Marie-Pierre Bréban, avec qui j'allais très souvent dans son atelier, et puis on apprenait, dans le désir un peu, moi, d'intensifier ma pratique vocale. Elle a été une super amie et alliée, où elle m'a fait aborder plein de répertoires, notamment baroque. Et puis un jour, elle a découvert un nouvel instrument dans le métro, qu'elle s'est décidée d'apprendre à jouer, la bandoura, un instrument ukrainien. Et puis elle était là, elle cherchait un répertoire. Et un jour, elle me dit « Hildegard de Bingen ». Et j'ai dit « Oui, oui, Hildegard de Bingen, mais bon, Hildegard de Bingen, on va pas faire… » Et en fait, très vite, on s'est dit que Hildegard de Bingen, c'était tout ou rien, quoi. Et soit on s'y plongeait vraiment et on faisait pas un petit digest, on prenait les 5 pièces qui nous plaisaient le plus, mais qu'il fallait aussi, parce qu'à l'époque, en ayant peu de connaissances de cette musique, finalement, j'avais l'impression que toutes les pièces se ressemblaient et que je voyais pas comment on pouvait en choisir une plus qu'une autre. Et voilà, très concrètement, comment je suis arrivé avec le Hildegard de Bingen. Alors vous parliez de la volonté de vous transformer, mais pourquoi cette volonté de vous transformer? Vous pourriez avoir l'envie de vous perfectionner. C'est vrai, en fait, depuis vraiment enfant, la danse, ça m'a semblé et un prétexte et une technique de transformation, plus que le plaisir vraiment kinétique ou la joie de bouger ou d'être ensemble. J'ai l'impression qu'en fait, le fait d'articuler le corps d'une manière spontanée ou conventionnelle,
Ça, en fait, c'était un processus qui autorisait à se transformer dans sa gestuelle, mais du coup aussi dans son apparence et dans sa manière d'embrasser le monde. Et, et j'aime beaucoup... Plus que le théâtre, par exemple, ça aurait pu être le théâtre aussi, non? bah, j'ai l'impression que la danse, c'est en tout cas pour moi, c'est passé d'une manière vraiment très... à nouveau très incontestable, parce que c'est par la transformation du corps même, plus que par prendre la peau d'un autre. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est des transformations qui sont plus illimitées que de jouer à la marquise ou à la princesse, que c'est une espèce de transformation déjà musculaire, déjà dans l'effort que, que c'est de tenir sur une jambe. Déjà, il y a quelque chose qui se transforme en nous, il y a quelque chose que des muscles qui s'inventent, un flux qui se remodèle et qui est déjà en soi une transformation et qui est aussi le prétexte, c'est vrai, à, à une réinvention de soi plus superficielle ou plus extérieure. Et comment ça vous est venu, l'amour de danser, l'envie de danser? À quel âge? Comment... Ben, je danse depuis enfant. Parce que vous avez fait des études en même temps, on évoquait. En fait, je danse depuis enfant, bon, de manière plutôt spontanée, vraiment très très... Quand j'avais 3 4 ans. Et puis ensuite, j'ai eu une pratique de la danse qui est aussi très spécifique parce qu'elle est... Enfin, mon apprentissage de la danse est extrêmement académique. Parce que dès que j'ai eu 7 ans, j'ai étudié au conservatoire. Je suis dans une famille et dans une communauté, je dirais, où personne ne danse. C'est-à-dire que le, le rapport que dans d'autres communautés il peut y avoir avec des danses sociales ou avec des danses plus religieuses ou avec des danses même de séduction, c'est quelque chose qui n'y avait pas du tout dans mon environnement. Quel milieu? Quel Paris? Province? Province à parents? Rennes. Rennes. Un Des milieu parents qui faisaient qui quoi? travaille dans l'éducation nationale, Ouais. dans l'administration. Et pas du tout hostile à la danse, mais en tout cas qui sont symptomatiques aussi de cette histoire où pour toutes sortes de raisons, la danse est quand même la danse et pas que la danse, plein d'autres expressions sont sorties des corps, des communautés, des foyers pour être exclusivement exercées dans les académies, les conservatoires, les musées, les théâtres, donc dans des formes instituées, quoi. Et donc j'ai appris la danse de cette manière, de manière assez intensive, néanmoins toujours assez détachée, en me demandant un peu, enfin dès que j'ai eu 14 ans, je suis venu à Paris, donc à la fois c'était un geste pour intensifier cet apprentissage, mais je me rappelle bien que presque chaque année, je me demandais toujours si j'allais pas arrêter. Parce que vous trouviez ça trop académique? Non, parce que je trouvais... Et peut-être qu'au final, peut-être qu'au final, j'ai cette hantise que j'avais, je l'incarne, j'en sais pas, mais j'avais la hantise. En fait, très jeune, j'avais beaucoup de suspicions pour cette idée que la seule manière de faire de la danse, c'était de tout sacrifier qu'il fallait tout sacrifier, ou sinon on n'allait pas y arriver. Oui, le don absolu de toi, Voilà. de soi. Et je trouvais ça vraiment douteux. Et puis... Pourquoi douteux? Ça peut être beau, vous qui venez de travailler sur une mystique. À l'époque, je trouvais ça douteux. Ouais. Et, et du coup... Mais en tout cas, je pense que ces doutes-là, ils ont aussi... comme c'était... J'ai pas eu, comme d'autres, une espèce d'illumination. Ça a été quand même, à chaque année, un peu remis en doute. J'ai l'impression que ces remises en doute, au final... À chaque fois que la décision est confirmée, elle est d'autant plus amplifiée qu'elle a été remise en doute et qu'elle n'est pas issue d'une espèce de vision indubitable, originelle. Et donc, vous avez quitté le côté académique pour... En fait, je peux pas dire que je l'ai complètement quitté parce que d'une part, en un sens, il m'a formé, pour pas dire formaté. En tout cas, il a construit le corps avec lequel j'ai commencé à danser, à travailler.
Et ça me semble impossible de prétendre le nier ou le quitter ou l'abandonner. C'est quelque chose qu'à la fois enfin, ce type de pratique, elle est à la fois problématique ou problématisable, mais elle est aussi source de puissance, et qu'en tout cas, il est impossible de, de, ouais, de s'en débarrasser comme on se débarrasserait d'un manteau. Mais en revanche, ça m'a intéressé assez vite ouais, de le confronter ou de l'articuler, soit à des expériences qui effectivement viendraient un peu, enfin, qui viennent pas de la danse académique, ou ensuite plus tard aussi de venir essayer de comprendre un peu comment ça peut s'articuler à d'autres histoires de danse, d'autres contextes et peut-être d'autres fonctions aussi de, de la danse ou de la chorégraphie, mais sans jamais prétendre ou croire que cette pratique académique, comment dire, j'essaie toujours de l'embrasser aussi dans une pour pas croire naïvement qu'on peut s'en, je sais pas comment dire. Vous avez 37 ans maintenant. 36. 36, pardon, excusez-moi. Quand vous avez commencé, c'était peut-être plus difficile, le travestissement, jouer, apparaître sur scène avec une identité plus féminine. Comment vous avez traversé tout ça? En fait, la première pièce qu'on a fait avec Cecilia Bengolea, qu'on a commencé quasiment dès qu'on est sorti d'études, en 2004, ça a été donc cette pièce Pâquerette, et où il s'agissait en fait de considérer nos corps aussi académiques, aussi savants et aussi divers, le sien et le mien, qu'ils soient, mais comme aussi des corps qui peuvent créer des images, qui peuvent créer une danse, mais qui sont aussi des corps pénétrables, et de le prendre au pied de la lettre, et de voir comment affirmer ça, comment ça pouvait transformer nos danses, et puis évidemment la perception qu'on a de nos propres corps, mais aussi la perception que la communauté du public a du coup du corps de ces danseurs. Et en fait, au moment où on faisait ce projet, je sentais que c'était une pierre très importante pour ma pratique, dans la mesure où si on arrivait à danser en ayant littéralement en éprouvant littéralement la pénétrabilité de nos corps, avec pour le coup un objet, que c'était une manière de se rappeler pour toujours, en un sens que justement vous disiez pourquoi se transformer et pas se perfectionner, mais surtout de se rappeler que nos corps, en fait, s'ils peuvent accueillir un objet, ça veut dire qu'ils sont par nature pénétrables, et donc poreux, et donc aussi transformables. Et ça, je dirais que ça, avec cette première opération, cette première danse, et ça, en fait, pardon, je digresse un peu, mais en ce moment, donc, je prépare une pièce avec Akajimaro, un artiste de Buto, qui a 78 ans et qui a une carrière assez riche et inspirante. Et en fait, pendant le confinement, enfin on se connaît depuis plusieurs années, pendant le confinement, je lui ai demandé qu'il me donne un cours, parce que jusque-là, elle a toujours refusé, parce que l'idée, c'est vraiment pas qu'on se situe dans un rapport de disciple à un maître. Mais j'ai insisté, il m'a donné un cours très bref, de 20 minutes, mais où en fait il m'a expliqué qu'il y avait plusieurs principes à sa danse. D'abord qu'il fallait penser que son corps c'est une enveloppe vide, et donc c'est une enveloppe vide qui peut être mue par l'extérieur, mais que c'est une enveloppe et que le deuxième principe c'est que c'est une enveloppe vide et pénétrable, et donc elle est pénétrable par tous les trous qu'on a, mais les trous aussi petits soient-ils. Mais en fait ça m'a vraiment je sais pas, j'ai intéressé de cette fraternité un peu que j'avais pas du tout imaginé à l'époque où on faisait Pâquerette, qu'il y avait aussi cette parenté en fait avec toute une pensée du corps
poreux, pénétrable, mais de manière plus métaphorique que ce qu'on faisait. Nous, on l'a fait d'une manière vraiment extrêmement littérale. Mais, mais cette idée m'a pas quitté, en fait. C'est comme une pierre qui, pour moi, continue de permettre le travail. Et j'aime beaucoup aussi l'image que Marot emprunte, enfin qu'il dit toujours, il dit il a toujours cette image de se couronner. Et en fait, j'ai l'impression qu'il s'agit, en ce qui le concerne, ou en tout cas, c'est ce que je veux dire, qu'il s'agit de couronner, en fait, pas tant couronner nos corps glorieux et victorieux de danseurs qui pourraient conquérir je sais pas quelle dextérité, mais couronner cette pénétrabilité du corps, cette espèce en fait, capacité au corps d'être un gîte aussi, d'être d'héberger en fait. Et voilà, j'ai pas du tout répondu à votre question sur le genre, mais j'ai digressé. Mais en tout cas, mais ça répond genre. parce qu'en fait, d'emblée aussi, en couronnant l'idée que nos corps sont pénétrables, c'est aussi une manière de rendre le corps de Cécilia et le mien, en l'occurrence, ils étaient parfaitement égaux, parce que, en fait, les corps des hommes, les corps des femmes et le corps de toutes et tous est pénétrable. Et en fait, après, il y a des idées de la masculinité qui rendent tel ou tel corps exclusivement ou apparemment exclusivement pénétrant. Et en fait, c'est le corps féminin plutôt, dans les clichés, voilà, qui est pénétrable. Voilà, c'est ça, effectivement. Mais du coup, en faisant une expérience comme ça, très littérale et en même temps très manifeste, j'ai senti qu'aussi, oui, on pouvait après continuer à questionner le genre, mais du coup, j'ai jamais vu cette question comme vraiment un motif valable ou d'inquiétude ou de réflexion, parce que, parce que j'ai l'impression que cette première pierre, elle permettait d'aborder ces questions de la transformation d'une manière beaucoup plus large et libre. Le genre, c'est pas quelque chose... En fait, c'est quelque chose que, évidemment, c'est-à-dire c'est des... Parce que là, vous êtes un peu habillée comme une femme, quand même, là. Avec des... Non, mais c'est magnifique. Mais le féminin importe. Donc le genre, ça n'a pas d'importance pour vous? En fait, c'est pas tant un sujet de... Mais c'est pas... je dis ça tout à fait tranquillement, hein. En fait, je veux pas mettre le sujet de côté comme si il n'avait pas des incidences importantes et politiques et même physiques sur la manière dont beaucoup peuvent ou ne peuvent pas vivre leur vie. Donc c'est vraiment un sujet très important. Très important. Mais c'est en revanche, artistiquement, ça n'a jamais été un point de départ ou un point d'horizon préoccupant. Ça a été plutôt, j'ai toujours considéré que ça faisait partie en fait de la danse, que de devoir aussi accueillir la diversité des expressions de genre, que c'est pour moi la base, c'est-à-dire qu'on ait même le devoir de faire des pièces accueillantes pour nous toutes et nous tous, de la manière dont on sente qu'on doit se vivre à tel ou tel moment. Et ensuite, que la danse étant un art de la transformation, c'est évident que ça passe aussi par des artifices qui peuvent être associés au féminin, que ce soit du maquillage, des costumes, des extensions, différentes choses. Mais c'est moins pour faire une démonstration sur le genre que plutôt d'essayer de danser. Le corps pénétrable que vous défendez du danseur, c'est un corps aussi forcément plus fragile. C'est plus le corps victorieux d'autrefois, ce que vous disiez d'ailleurs. Donc c'est aussi, d'ailleurs dans vos chorégraphies, souvent vous mettez plein, on a l'impression que vous cumulez les difficultés, les obstacles comme un plaisir, comme une course presque à l'exploit, ou non pas à l'exploit, mais à la souffrance. En fait, c'est vrai qu'il y a eu cette
cette idée enfin, par rapport à cette idée de corps poreux ou pénétrable, c'est vrai qu'il implique du coup une sorte et de sensibilité et de possible fragilité, déchirure, et qui me semble intéressante à inclure dans nos danses, et de pas considérer juste que on a des corps qui sont là pour prendre l'espace et le manger et le dévorer et donc ça c'est certain que j'aime aussi me placer dans des situations qui permettent d'accueillir cette fragilité-là, mais sans non plus, je cherche pas la souffrance comme une espèce de martyr. Je cherche plutôt des situations qui auraient la capacité égale à donner de la puissance, parce que je trouve aussi que cette idée d'un corps visitable, poreux et pénétrable, il inclut une vulnérabilité, mais j'aime beaucoup cette image de le couronner, parce que s'il s'agit de le couronner, il s'agit aussi de lui donner le plus de puissance possible. Et donc, si parfois, par exemple sur la pièce, sur la Sinfonias d'Hildegard, il y a une sorte d'exploit à mémoriser 2 heures et demie d'un manuscrit, il y a ou la pièce qu'on a fait avec Nino Lenné, il y a aussi sur des échasses ou avec des agrès qui sont effectivement périlleux. Et ça m'intéresse que ce corps-là, comment dire, c'est aussi un axe de transformation de, 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 de croire en l'empuissancement des corps, mais comment dire, sans écraser, surtout sur un plateau, donc dans une situation de représentation, sans mettre de côté leur vulnérabilité. Et ça m'intéresse, ouais, d'essayer d'être dans des situations, d'aborder des répertoires ou d'être dans des coopérations qui permettent de tenir ces paramètres. Quels sont les maîtres, enfin, quels sont les chorégraphes qui ont pu vous influencer, vous impressionner, vous nourrir? Vos références? Ben, c'est difficile cette question à répondre parce que, en fait, pour moi, ce qui m'a le plus nourri aussi, c'est de considérer le travail comme... pardon d'avoir vraiment, j'ai l'air obsédé avec cette pénétrabilité, mais l'idée aussi qu'en fait, on peut quasiment pas danser ou créer une danse, ou même créer de l'art, j'imagine, seul. C'est-à-dire que ça va aussi à l'encontre de cette idée un peu de l'artiste seul dans son atelier et qui à la fois décide et dirige. Et, et en fait, à part quelques exceptions, j'ai quasiment jamais signé, entre guillemets, une pièce seule parce que authentiquement, elles se sont toujours fait dans une très grande coopération et en tout cas de mon point de vue, que ces échanges-là sont, je dirais, très déterminants. Et en un sens, mon panthéon, en tout cas, serait plus toutes ces collaborations et l'extension des territoires qu'elles permettent, plus qu'une série de quelques grands noms qui par ailleurs, enfin, vous citiez Isadora Duncan, c'est vrai que je suis en train aussi au long cours de me plonger dans ce répertoire que j'ai longtemps pas voulu apprendre, justement parce que j'étais fatigué de tout le temps entendre ces mêmes grands noms comme les arbres qui cachent la forêt. Et donc avant Isadora Duncan, j'ai appris le répertoire d'un artiste beaucoup moins connu, enfin, pas moins important artistiquement, mais que l'histoire de l'art a oublié, François Malkowski. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi enfin voilà, que je trouve intéressant à questionner, de pas sans cesse continuer à étriquer la diversité des expériences et dans le passé et dans le présent pour en ériger quelques grandes figures, mais de se connecter à la puissance de la diversité des rencontres et des contextes. Pardon de répondre un peu en... Non, mais comment vous travaillez, comment vous vous nourrissez, comment vous passez d'un spectacle à un autre, que vous choisissez
intéresser à tel thème? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous décide? En fait, c'est très... Il y a quand même, il y a quelques axes très déterminants, notamment dans le rapport à la musique et dans le désir d'inclure, enfin d'inventer presque un peu une pratique qui associerait le chant et la danse, et aussi dans le désir de créer une danse qui soit à la fois prise dans des enjeux d'expérience immédiats. Là, on a créé cette piscine quand je suis dans l'eau. Je peux m'imaginer 3000 choses, mais au final, la chose la plus importante à ma conscience, c'est que je suis dans l'eau. Et par ailleurs, d'être donc dans ce présent-là, et en même temps de dialoguer avec, en fait, avec des répertoires historiques, et qui peuvent beaucoup passer par la musique, mais pas exclusivement, aussi par la danse ou par d'autres médiums. Donc ça, je dirais que c'est un peu les, les motivations déterminantes qui ensuite ont permis des rencontres avec Nino est là, avec Nino, avec Geoffroy Jourdain, avec Marie-Pierre, avec Akaji Maro. Et après, pour moi, c'est aussi très à nouveau pour filer cette métaphore. Il y a, vous voyez comment j'ai raconté comment on en est venu à Hildegarde. C'est d'une manière quand même euh, très passive en un sens, ou très poreuse, et bien plus que il faut vraiment que je fasse une pièce sur une mystique. J'ai pas du tout ce caractère. C'est vraiment, ça me semble beaucoup plus en phase avec ma conception aussi de la danse et comment je la pratique. Euh, et d'accueillir aussi beaucoup de matériaux qui surgissent, par exemple de l'art d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Et notamment, c'est ce qui s'est passé dans Romances Inciertos, c'est-à-dire que toutes ces répertoires et ces matériaux, bien sûr, j'avais une affinité avec certaines musiques baroques, mais beaucoup des éléments on- prennent vie dans la pièce parce que la collaboration a permis de les accueillir, a permis d'accueillir l'art collecté et réagencé et compilé et édité de Nino. Et pour moi, c'est très... Et ouais. Vous parlez de répertoire historique en matière de danse. C'est quel type de répertoire? Ben, en fait, il y a plusieurs types, c'est-à-dire que ça a commencé par les danses libres, donc ces danses de l'entre-deux-guerres, que maintenant je file un peu avec Isadora Duncan. Les danses expressionnistes allemandes un peu Ça, ou j'ai non? pas du tout appris, non. Non. Non, ça, la danse libre, ben, c'est vraiment pas expressionniste, non, Oui, oui, c'est Isadora Duncan. Voilà, ouais. Et après, il y a eu aussi, dans les pièces qu'on a fait avec Traja Larel, Cecilia Bengolea, Marlène Freitas, la rencontre avec des danses qu'on pourrait dire urbaines et dont on pourrait dénier l'historicité, mais qui en fait ont aussi elles-mêmes déjà une longue histoire. Et donc ça m'a aussi beaucoup intéressé, notamment autour du voguing. Et puis là, en ce moment, en parallèle en fait de cette pièce avec Maro, je travaille avec... Qui va être donnée au Festival d'automne, Ouais, cette pièce. ouais. Et juste avant, à la Philharmonie, au Festival d'automne aussi, on va créer avec Dominique Brun une pièce autour du boléro, d'après la première chorégraphie qu'en a fait Nijinská, donc la sœur de Nijinsky, pour Ida Rubinstein. Et donc là aussi, j'avais déjà travaillé avec Dominique Brun autour plutôt du sacre, donc du répertoire de Nijinsky. Et, et voilà, ça c'est aussi des... Pour le coup, ça c'est enfin, Nijinská, déjà beaucoup moins connu que Nijinsky. Mais Nijinsky, un peu à nouveau une figure aveuglante en un sens. Mais ouais, c'est des pratiques qui m'intéressent beaucoup. Comment vous êtes venu au chant? Bah, en fait, dès ma première performance en sortant presque du conservatoire, j'ai fait toute une série de performances, presque une centaine dans des appartements, faute de mieux, et puis avec l'envie en fait
de pratiquer une situation de représentation dans un espace qui puisse recréer l'intensité d'un théâtre, mais qui soit en même temps un peu troublé par le fait que ce soit un cadre domestique. Et, et là, en fait, j'avais composé des chansons sur des poèmes de Donne, de l'époque de Shakespeare. Et en fait, parce que dès la sortie du conservatoire, en fait, j'étais un peu jaloux. J'avais fait une pièce au Junior Ballet avec mise en scène, chorégraphe par Odile Duboc sur Fairy Queen. Et donc j'avais rencontré plein de chanteurs et puis j'avais quand même senti un peu de jalousie pour les chanteurs qui pouvaient occuper la scène comme nous, bouger, c'est-à-dire être dans un rapport en même temps très, très sensuel et très viscéral. Et sauf qu'en même temps, ils racontaient un drame, une histoire, ils étaient capables d'articuler quelque chose que nous, avec nos mois et nos mois de pratique avec Odile Duboc, on restait, je trouvais vraiment... Il manquait la parole, le sens. Il manquait quelque chose d'articulé. Qu'après, il y a beaucoup de langages chorégraphiques, scéniques ou non scéniques, qui au final ont des syntaxes et des grammaires tout aussi articulées que le langage verbal. Mais en danse, ça suppose un entêtement ou bien une communauté très organisée où c'est beaucoup moins accessible, quoi. Et donc en fait, j'ai tout de suite eu envie de pas rester juste aigre de jalousie, mais de chanter aussi. Vous avez beaucoup travaillé, j'imagine, parce que vous avez En fait, j'ai beaucoup travaillé voix. de manière très empirique. J'ai beaucoup travaillé dans ces appartements, donc j'ai fait beaucoup de performances comme ça. Et ensuite, j'ai fait un autre spectacle qui m'a fait beaucoup travailler. C'est un spectacle en tête-à-tête où je reprenais de la poésie libertine du XVIIIe siècle, dans des bureaux, dans des cabinets d'avocats ou dans des bureaux aveugles de théâtre de banlieue, et où les gens s'inscrivaient et venaient un par un, et je faisais, je sais pas, 50 consultations par jour, où je chantais comme ça. Et en fait, c'est loin de m'avoir donné une technique impeccable, ça c'est certain, mais en tout cas, ça m'a fait trouver de manière très empirique et intuitive, en situation de représentation, mais miniature, donc moins, enfin, à la fois très intense, mais en même temps moins embarrassante en cas d'échec. Mais le fait de chanter en fait immédiatement, presque en situation de représentation, m'a fait trouver de manière très intuitive quelque chose qui m'a fait aussi j'ai commencé à prendre des cours de chant très très tard, vraiment pour la pièce sur Hildegarde. J'ai fait vraiment un cycle de 10 cours de chant, et sinon avec Nino, on a rencontré de manière très spécifique, mais un cours, deux cours sur des phrasés. J'ai eu aussi un rapport si académique avec la danse que je crois que je voulais trop préserver le rapport intuitif que j'avais trouvé, que je trouve encore avec la pratique vocale. Donc ça a été vraiment un apprentissage très empirique, même si maintenant, c'est que maintenant en fait avec la Symphonia, et maintenant que je vais travailler avec Geoffroy Jourdain, avec aussi des chanteurs qui pour le coup ont une pratique bien plus qu'empirique, quoi, très 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 technique. Mais j'ai chéri beaucoup ce temps intuitif. Chanter et danser en même temps, ça doit être très, très physiquement très difficile, non? Comment vous vous entraînez surtout parfois dans des postures difficiles. En fait, ce qui est difficile, je trouve, c'est par exemple si on veut vraiment coordonner des rythmes différents entre la danse et le chant. Ça, c'est très difficile et je m'y suis jamais vraiment risqué parce que je trouve que ça crée une espèce de sensation un peu je sais pas, de mission impossible, ouais, très décor. Ça crée une fragilité impuissante, non puissante. Ce qui est difficile aussi, c'est si on veut par exemple chanter et sauter ou courir, c'est-à-dire avec vraiment le centre de gravité qui bouge. Donc là, souvent, je le fais très rarement, ou alors que dans les moments où je chante pas, on crée des petites ruses et donc après, c'est un peu dur, c'est vrai, mais je fais des exercices
d'apnée, où là j'ai remis en place un petit training de cardio, où en fait je m'efforce d'ajouter des apnées à chaque mouvement, des apnées poumons pleins, des apnées poumons vides, courtes, mais en situation comme ça de cardio, donc très épuisant, pour en fait se désapprendre la peur que quand on est un peu essoufflé, on peut plus rien faire. En fait, c'est aussi une peur à désapprendre. Donc je fais ça. Et sinon, en revanche, quand on est en situation statique, quelle que soit la position d'équilibre ou de gainage ou de, de torsion, je trouve, du moment que le cou est pas cassé, je trouve que moi ça m'aide beaucoup en fait. C'est pas antinomique, les en deux fait, pratiques. À ces conditions-là, c'est pas antinomique. Et au contraire, même je trouve que ça. Parce que si on chante statique, surtout dans un cours de chant ou seul, ou en train de se demander si on va y arriver ou pas y arriver, on ne sait pas trop depuis où chanter. Alors que si on chante depuis une situation qui suppose une intensité de présence à son corps très à laquelle on ne peut pas échapper, très incontestable, et ben le chant il va s'ancrer, il va trouver des chemins que je trouve garantissent en tout cas je sais pas, plus de justesse ou plus de présence aussi au chant, plus facilement, en tout cas de mon expérience, que si en fait on pense pas trop, si on laisse le corps dans une situation relâchée ou un peu absente. Comment le danseur, chanteur, chorégraphe que vous êtes a vécu le confinement? Comment vous avez vécu ça dans votre corps, que vous avez continué à... Moi, j'avais la chance d'être bien installé d'une manière un peu érémitique, seul avec... Érémitique, ça veut dire quoi? Comme un ermite. Ah oui. Avec un petit chien. Mais j'étais pas à Paris et donc j'avais ce privilège d'avoir accès quand même à la nature et je suis beaucoup entraîné. Je suis beaucoup entraîné. Et vous n'avez pas, comme certains artistes, été un peu terrassé par ce confinement? C'est-à-dire qu'il y avait, par bien des aspects, c'était des journées de deuil pour beaucoup de gens proches ou moins proches. Donc c'est vraiment une expérience terrassante, mais la manière dont je l'ai matériellement vécue, c'est vrai qu'elle m'a pas... elle a été étrange ou difficile, mais en tout cas, elle m'a jamais déconnecté, où je me suis beaucoup accroché en fait à une pratique d'entraînement, presque de fitness, très intense, et de danse aussi tous les jours. C'est-à-dire que c'était un peu les havres aussi dans lesquels l'inquiétude que je pouvais ressentir par empathie ou par cette inquiétude peut-être s'infiltrait. C'est ce que disait Maro aussi, que j'ai beaucoup aimé. Quand on dansait par Skype régulièrement, où j'ai envoyé des vidéos, et en fait, le jour où il m'a donné cette classe, il disait du coup, que pour lui c'était évident que si nos corps sont vides comme ça, sont des enveloppes vides, c'est évident que ce qu'on traverse là, ce confinement, ou ces inquiétudes, ou ces deuils proches ou moins proches, ou cette prise de conscience de situations très injustes ou très inégales, c'est évident que tout ça va s'infiltrer d'une manière ou d'une autre dans ces enveloppes poreuses qui sont nos corps. Mais il avait aussi, il m'a donné confiance en un sens de s'accrocher à la pratique, pas pour essayer d'exprimer littéralement quelque chose, comme si il fallait trouver une idée pour traduire ou translater ou comment dire, transformer cette inquiétude de ce moment un peu difficile, mais qu'en continuant cette pratique couronnée du corps pénétrable, que c'était évident en un sens que nos arts allaient laisser infiltrer ce qui pourrait s'infiltrer. Et du coup, ça m'a encouragé à pas du tout abandonner ma pratique. Alors la pratique, ça fait combien d'heures d'entraînement de danse par jour? En confinement, c'était, je dirais 3 heures d'entraînement et puis 2-3 heures de répétition.
travailler comme vous l'avez fait à l'occasion de pleine d'artistes, répéter devant un public, c'est une expérience qui vous a apporté quoi? Enfin, elle n'est pas finie d'ailleurs, mais est-ce que vous aimez ça? Est-ce que c'est difficile pour vous? Ça va? En fait, c'est vrai que c'est très très inédit parce que évidemment de présenter un travail devant un public, c'est quelque chose dont on a, enfin qu'on connaît plus. Mais là, c'est très très ambigu parce que l'amplitude horaire est très grande. Le public peut passer de 16h à 20h ou de 14h à 18h et peut circuler librement. Donc il y a quand même un rapport... Il peut circuler autour de... Non, pas autour, mais Non. c'est-à-dire il peut rester 2 minutes, ou il peut rester 4 heures, ou il peut rester 1 heure. Mais c'est-à-dire que nous, on n'a absolument pas la main sur quelle expérience temporelle le public va avoir. Et, et donc, il peut y avoir quand même un peu la sensation d'être de voyeurisme un peu, c'est-à-dire d'être exposé dans quelque chose dont on maîtrise pas, à l'inverse du théâtre ou d'une pièce, on maîtrise autant que possible, mais on essaie de maîtriser les conditions dans lesquelles on s'expose et tous les paramètres de cette exposition, alors que là, on maîtrise ni le contenu parce que c'est vraiment, j'ai vraiment pris cette proposition de résidence comme comme un laboratoire et un atelier pour faire ce dont j'avais vraiment besoin de faire et pas pour imaginer en vitesse quelque chose qui va rendre bien à visiter pendant 4 heures. Donc il y a vraiment des moments qui sont euh, possiblement soit ratés ou soit il se passe rien. Ou... C'est quoi un moment raté? Bah, je sais pas, ça peut être des tests d'une danse sur une musique que je pense en fait fonctionne pas du tout ou de tenter là, je sais pas, tout à l'heure j'ai tenté une danse que je voudrais adresser à Maro et qui demande comment dire, d'intégrer différents paramètres, principes et que je les ai pas encore vraiment. Et donc sans les avoir vraiment, je sais bien que cette danse peut sembler, je sais pas, ou je me dis qu'elle peut sembler kitsch ou bête ou ennuyeuse ou toutes sortes de choses après. Tout ça, c'est l'aspect difficile un peu de de ce dispositif. Mais l'aspect positif, je dirais, c'est que globalement, les présences, tout le monde a conscience un peu, je pense qu'ils sont aussi dans une situation atypique, un peu voyeuriste, et je sens aussi quand même beaucoup de bienveillance en fait. Et du coup, j'essaye d'un peu endormir mon surmoi et d'arrêter de penser que tout le monde est en train d'être affligé par ce qu'il voit, mais plutôt d'utiliser la multitude qui est là comme en fait aussi un intensificateur de conscience, tout simplement parce que d'un coup on n'est plus seul avec ces quelques collaborateurs, mais il y a 4 10 20 personnes qui sont là, et plus de se connecter en fait. C'est pas vraiment un public dans le sens où, à nouveau, on n'a pas. Je suis pas encore au point. Peut-être d'autres y arrivent, mais nous, je suis trop en situation de laboratoire pour être vraiment d'utiliser le public pour ce qu'il est. Mais en tout cas, j'essaie de me connecter à la présence de ces consciences-là, juste de ces consciences percevantes, de ces âmes, de ces corps-là, comme une manière d'intensifier ma propre expérience. J'essaie que ça intensifie pas trop ma propre inquiétude, mais plutôt que ça intensifie l'expérience simplement des situations qu'on traverse. Et ça, plus d'une fois, ça a vraiment été le cas, notamment la semaine passée et aussi aujourd'hui. Et en ce sens-là, c'est super. Et est-ce que ça peut remettre en cause un peu, si vous voyez que des spectateurs partent, vous vous dites, tiens, ce moment-là n'est pas bon, il faut peut-être le retravailler ou pas trop? En fait, est-ce qu'on se pose ce genre de questions? En fait, c'est déconcertant, oui, que si on part alors qu'on a l'impression, nous, d'être au milieu d'un phrasé qui devrait pas être interrompu. Après, l'autre chose très gênante, c'est que c'est un gradin qui grince énormément. Donc, en fait, chacun aussi vient ici en vivant sa vie. J'essaye pas trop me dire que le moment où le public rentre ou part seraient des signes envoyés pour me dire que telle scène marche ou marche pas. Parce que alors là, la paranoïa est sans fin, quoi. Avez-vous des questions à poser à François Chéniaud? Lancez-vous.
Adam. Oh, vous pouvez peut-être baisser votre masque pour poser les... qu'on entende bien. Oui, ça m'a beaucoup interpellé quand vous avez parlé du corps pénétrable et vous avez parlé même des petits trous du corps, comme le corps, tout ça. Et il y a un livre de Gilles Deleuze où il parle d'Antonin Artaud, il parle de ça, il parle du corps du schizophrène et il dit que c'est une passoire. Vous connaissez, vous avez vu ça ou... Non, mais je sais bien que c'est des comment dire, c'est des notions qui elles-mêmes ont une histoire, une littérature hyper inspirante. Oui, et puis aussi ça. Ah oui, oui, ce corps du schizophrène qui est complètement poreux, qui laisse tout passer, et c'est aussi un corps chamanique aussi. Oui. C'est un corps aussi un corps sorcier. Non, mais c'est vrai que j'étais un peu obsédé ce soir par ce terme. Mais c'est justement parce qu'en fait, il permet aussi de se relier à des mythologies du corps qui ne sont pas exclusivement celles de la mythologie technique du danseur. Et que, effectivement, vous parlez d'un corps chamanique. Je trouve ça aussi... je ne sais pas si ça rend chaman, mais en tout cas, ça peut permettre, ou ça peut autoriser une manière de se relier à l'espace, aux autres, à l'environnement. Là, j'étais en fait ce week-end à Annecy. Ils ont organisé une grande balade dans la forêt, et puis avec plein d'artistes et beaucoup de monde, beaucoup de public. Et en fait, j'ai dansé au milieu d'un chemin, donc il y avait des hordes de spectateurs pendant tout le week-end. Et j'ai dansé au milieu du chemin et je sentais ça, je sentais exactement ça en fait, que la propriété de la danse que je cherchais et que me permettait cette situation tout à fait inédite, c'était, il y avait un enjeu technique un peu virtuose de garder une chose dans les pieds, un rythme compliqué, mais que ça, c'était une manière de permettre aussi au corps d'être, de se laisser traverser le plus possible en fait. Pour le coup, c'était par des milliers en fait de visiteurs ou de publics. Et pour moi, ouais, c'est pas le seul évidemment, mais je trouve que c'est une des modalités hyper inspirantes en fait, aussi pour penser. C'est un peu métaphorique évidemment tout ça, mais pour penser la manière dont on se relie à la communauté qui se rassemble à un événement, un spectacle ou à... Une autre question? Eh bien François, nous allons conclure alors. Merci de nous avoir accordé tout ce temps. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et vous continuez jusqu'à quand les répétitions? On répète demain. Demain, donc, c'est ouvert, je crois, de 14 à 18h et je répéterai surtout avec Marie-Pierre Bréban autour du répertoire de la Symphonia d'Hildegard de Bingen qu'on est en train d'essayer de complètement réagencer. Et puis samedi, de 16h à 20h, ce sera ouvert et là, je serai avec l'équipe piscine. Et on vous retrouve au Festival d'automne quand? Vous pouvez nous donner les dates, vous savez? On crée avec Maro le 30 septembre à la Maison de la Musique de Nanterre, 30 septembre 1er 2 octobre, et le Boléro à la Philharmonie, c'est le week-end juste avant. Et ensuite, il y a des dates un peu tout l'automne à l'Orangerie, à la Ménagerie de Verre, voilà, tout est... Parfait, on ne vous rattrape pas. Merci François Chéniaud. Merci.